sur Orphodie. Je suis Leïla et on se retrouve pour un nouveau podcast. Il est un peu spécial, je l'avais pas vraiment prévu, je pensais plutôt à un sujet sur la solitude. Juste, après réécoute et relecture du script par quelques personnes, je tiens à préciser que dans ce podcast, je peux avoir l'air un peu énervée, en colère, et c'est un sujet difficile. Alors si vous n'avez pas la force aujourd'hui de l'écouter, je comprends très bien, vous pourrez l'écouter demain, ou peut-être jamais. Je tiens à prévenir qu'il peut être un peu compliqué de l'écouter. État de choc. Entre 6h et 7h, nous sommes le 30 mai. Mon père et des voisins entendent comme un feu d'artifice dehors. De là une question. Qui ferait un feu d'artifice à 6h, un jeudi 30 mai, jour de l'Ascension ? Cette nuit, mon père et moi, nous avons travaillé, car on est le 30 mai. Je lance mon podcast dans quelques heures. Il est fini à approximativement 5h. Je cherche à le faire héberger, mais ça ne marche pas. Je lui demande s'il peut continuer, et moi je vais dormir. Je demande à ma mère s'il est possible d'être réveillée à 9h30 pour assurer la sortie. 7h30. Je suis réveillée par le bruit qui se dégage de la rue. Ma mère regarde par la fenêtre. Les réveils en urgence, je connais. La gestion de situation de crise, je connais. Je me demande ce qui se passe. Vraiment, c'est bizarre. Il y a des tas de camions de pompiers. Et il ne se passe quasiment rien dans cette ville de province. Je crois d'abord à un problème de santé de mon père, le voyant entouré de pompiers. Après le choc du réveil, j'arrive enfin à formuler une question. Je demande à ma mère, qu'est-ce qui se passe ? Oui, au fond, qu'est-ce qui se passe ? Ma mère répond, la maison de ton père brûle. On parlait de cette maison 2 jours plus tôt, car depuis que ma belle-mère est partie, cette maison est une source de nos préoccupations. Des choses bizarres s'y passent. Un monsieur qu'on appellera X apprécie faire disparaître des choses. Et là, elle crame. 7h35. J'enfile un sweat informe, un pantalon jaune et des crocs. Je vais faire front avec mon père. Il me l'a prouvé 1000 fois. À plusieurs, on est plus fort. Je descends, et là commencent les traumatismes. À peine l'ai-je rejoint, on nous demande déjà si on peut certifier qu'il n'y a personne dans la maison. Comment voulez-vous qu'on fasse ? On n'y était pas, on ne peut pas. On m'expliquera plus tard qu'avec cette réponse, on a risqué la vie des pompiers. Mais soit. La police nous interroge ensemble et séparément pour avoir des informations. Apparemment, dans le vocabulaire institutionnel, il n'existe que noir ou blanc, et oui et non. Gris, violet au reflet d'argent, c'est plus compliqué que ça. Ça n'existe pas. Personne ne comprend les nuances. Et je dirais plutôt, personne ne veut les comprendre surtout. 8h. Je comprends que ça va être long. Les pompiers n'arrivent pas à endiguer les flammes. On passe plusieurs heures à attendre en répondant aux questions. Là, il y a une dilatation du temps. Même si l'attente est longue, l'impression que j'en ai, c'est que le temps est passé très vite. En revanche, l'incendie, c'est l'attraction de la ville. On sent qu'il ne se passe pas grand-chose habituellement. Parce que pour une maison brûlée, on a les pompiers du département, des médecins du SAMU, la police nationale, la police municipale, EDF, GRDF et la presse. C'est vraiment l'attraction. Je pense qu'il n'y a pas un voisin qui entre 8h et midi n'est pas sorti pour voir ce qui se passait. Au fur et à mesure du temps, nos interactions se multiplient avec la police et les pompiers. Certains sont cordiaux, et d'autres, on se demande s'ils ne voudraient pas tuer mes ancêtres en plus de voir cette maison qui est en train de brûler. J'ai l'impression que n'ayant pas les réponses simplistes qu'ils semblent vouloir, ils sont prêts à répandre ou à écouter un tissu de mensonges tant qu'ils le comprennent. Les rumeurs nous accusent à demi-mot de l'incendie. Une voisine ira jusqu'à m'expliquer que c'était prévisible. Un incendie prévisible. Qui souhaiterait voir sa maison brûler ? Moi, je vous le demande. Environ 14h. Après la presse, c'est au tour d'un des maires adjoints de faire son entrée dans cette pièce de théâtre, que j'hésite à classer entre la tragédie et le vaudeville. Ils se sont regroupés de l'autre côté de la zone incendie. Je propose donc à mon père d'y aller, pour voir, ayant conscience qu'il est important d'être au cœur des choses et de l'action. Cela évite à beaucoup de bêtises d'être faites. Là, manifestement, quand on arrive, on dérange. Une voisine dont l'incendie a touché des pièces de sa maison
propose de manière énervée d'aller à l'affrontement physique si on s'approche trop. Le comble. En plus d'un incendie, il est clair que devoir éclater une bataille, ce serait du plus grand goût. Là, une question naît pour moi. Pourquoi on n'apprend pas à communiquer ? Oui, on a le langage, c'est pour en user, non ? Pour développer l'expression de ses sentiments, par exemple. Je comprends la colère à des moments. Je connais les écueils de l'éthique communicationnelle d'Habermas. Juste, tant qu'à faire, de tous ces hommes, pourquoi il n'y a pas un médiateur ? Ou une médiatrice ? Ça pourrait être un élément du dispositif d'urgence, par exemple. Apparemment, les effectifs de la police, c'est plus important. Là, c'est la petite meuf révoltée qui vous parle. Revenons au maire adjoint. Il m'a dit bonjour il y a à peine un mois lors d'un festival. J'ai été la benjamine d'une des listes au municipal. Donc on s'est déjà croisés à plusieurs reprises. Mais apparemment, il me semble plus préoccupé par ne pas comprendre la situation et écouter le voisinage que les concernés. Je crois que l'approche sociologique par les concernés, ce n'est pas arrivé jusqu'à ses oreilles, malheureusement. Il semble que l'écoute ne lui soit pas nécessaire. À ce moment-là, j'ai l'impression qu'il privilégie agir, quitte à faire le plus de dégâts. Leur idée du moment, ils veulent enlever un de nos camions pour déblayer. On a entre-temps amené mon père je ne sais pas où pour chercher des habits et un hébergement. Apparemment, suivre le temps des autres, au moment où on vit soit une urgence, c'est nécessaire. Il m'a laissé seul gérer la situation. Là, ça ne va pas être facile. J'essaye de récolter le plus d'informations possible. Je suis aussi le bureau des pleurs, parce que je suis sûrement plus rassurante qu'un vieux monsieur barbu. J'essaye de discuter. Parfois ça marche, parfois moins. Je comprends que le camion va être enlevé et pas juste déplacé comme il nous l'avait dit. Faire confiance aux autres, quand ils agissent pour nous, c'est toujours compliqué. Par ailleurs, j'essaye de trouver le chef du dispositif des pompiers, celui qui a un casque rouge, pour savoir ce qui va advenir. Je trouve cette propension à la communication générale assez folle. C'est un peu comme à la SNCF quand il y a un retard. Tu patientes sans savoir pourquoi, pendant 20 minutes. Mais là, juste, c'est plusieurs heures et ta maison brûle. Le chef des pompiers, une fois trouvé, est gentil et compréhensif. Il me dira qu'on pourra accéder à la maison pendant quelques minutes une fois l'incendie éteint. 15 heures, et l'incendie n'est toujours pas éteint. Pendant ce temps-là, le camion a été amené. C'est vrai, à gérer en plus d'un incendie des véhicules loin, c'est hyper pratique, voyons. Que du bon sens. Faciliter la vie des sinistrés, apparemment, ça ne marche pas. Enfin, là, c'est pas le but. Le camion part, une benne arrive, et mon père aussi. En plus de la benne, des agents de la mairie, que je réinvite surnommer Dupont et Dupont, arrivent. Il n'y a aucune intention malveillante de ma part à les surnommer comme ça. Je trouve que juste, ça rajoute quelque chose. La collectivité paye donc une benne, 2 personnes, plus un camion. Là encore, nous demander ce dont nous aurions besoin ? Non. Je crois qu'ils savent tous, mieux que nous, ce dont on aurait besoin. Cette benne à gravats est assez grande et profonde. C'est un peu une benne comme il y en a dans les déchetteries. Et cette benne, c'est la métaphore de l'incendie. Au début, ils nous expliquent qu'ils vont vider la maison dans la benne. À cette idée, je ris. Je me dis qu'avec tout ce qu'il y a de stocké, je leur souhaite bien du courage. Finalement, après 3 matelas, 2 étagères que mon père a réussi à récupérer, et 3 bouts de mur, un quart de la benne est pleine, elle repart. Elle sera restée 1h30 avec Dupont et Dupont, qui étaient très aimables, mais dont l'utilité du travail, là, à part surveiller la benne et l'amener, me dépasse un peu. Enfin, dans ce cas, hein, je dis pas que dans un autre cas, il pourrait pas être utile. 16h30. Et là, la police nationale est partie, la presse, la voisine, pas contente, partie, et le maire adjoint également. Tout le monde, sauf les pompiers, une amie de la voisine, mon père et moi, qui sommes encore là. On nous autorise enfin à voir la maison. Beaucoup de choses sont brûlées, et le spectacle est triste. J'ai oublié de mentionner ce gentil pompier qui a pris le temps de m'expliquer ce qui s'était passé, et qui a fait un travail d'information et de pédagogie qu'il semble nécessaire à un moment d'urgence. Je sais qu'on ne peut pas être au four et au moulin, mais en revanche, quand il y a 50 personnes, une personne qui fait le lien en permanence avec les victimes, ça me semble vraiment être le plus important. Les pompiers partent, puis les gens viennent voir, car ils ont vu ça sur Facebook. Des gens gentils, et d'autres faisant du tourisme macabre.
Une drôle de situation, une vraie société du spectacle. Puis arrive le fils de Monsieur X, le clou du spectacle. Lui, il nous explique que c'est le plus beau jour de la vie de son père, que c'est bien mérité, que tout le voisinage doit être heureux. J'avoue, je perds mon calme. C'est un personnage de trop dans ce vaudeville. Je lui explique que, quelles que soient les tensions qu'il puisse y avoir, on ne se réjouit pas d'un incendie. J'ai envie de lui demander si après un désastre personnel, il aura envie que je lui dise ça. Tout à coup, une once d'humanité. Il dit qu'il comprend, que ce n'est pas ce qu'il a voulu dire et qu'il est désolé que ça soit arrivé. Ah, enfin, on arrive à leur rappeler à leur humanité. L'incendie est fini, mais celui dans nos cœurs, dans nos esprits et dans notre vie ne fait que commencer. L'incendie, c'est soi-disant d'avoir tout perdu. Les pompiers sont partis sans donner d'autres explications que celles qu'il faut éviter d'aller autour de la maison. Mais la prise en charge du futur à un moment où un bout de ton passé vient de cramer, elle est où? Pas ici. La suite, c'est un combat de David contre Goliath. Je crois qu'il est important de vérifier par soi-même et de ne pas faire confiance aux institutions qui malheureusement trop souvent dysfonctionnent. Ça n'est pas un conseil, là c'est mon expérience juste. Lorsqu'on est allé chercher des affaires dans l'incendie, on a trouvé des papiers intacts, des choses précieuses, alors qu'on nous disait que tout était perdu. Je crois que le message d'espoir est ici. Bien qu'une partie soit devenue fumée, ce qui existe toujours vaut le coup d'être vérifié. Je crois qu'il faut faire confiance à son instinct, à celui des gens entraînés à ce genre de situation, quitte à se mettre les attentes des autres personnes à dos. Il y a une phrase qu'on attribue à Gandhi qui dit « Tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi ». Et pour toutes ces choses qui touchent au quotidien et à l'intime, je crois que cette phrase est vraie. Dans les moments d'urgence, les agendas ne sont pas les mêmes. Il est important d'avoir confiance en son agenda et ses impératifs et de vérifier ce qu'on nous dit. Savoir se débrouiller ou connaître des gens qui se débrouillent garantit une organisation plus forte et des possibilités plus fortes. C'est-à-dire de ne pas faire confiance aux institutions, je crois, ou du moins complètement, au vu des dysfonctionnements ou parce qu'elles fonctionnent dans leur propre logique à elles-mêmes, mais pas la nôtre, et que les logiques se croisent. J'avais besoin de vous raconter ça, parce que c'est un état de choc pour lui et pour moi, de voir l'extérieur réagir ainsi, sans tenir compte des concernés. J'ai senti une discrimination sociale très forte ce jour-là. Je suis convaincue que ce jour-là, ma façon de m'habiller a joué. Et si j'avais été habillée autrement, ça aurait changé la façon dont les acteurs m'ont entendue. C'est triste, mais c'est comme ça. Et je crois encore une fois que l'ensemble, ce qu'on appelle société, a des progrès à faire pour pouvoir entendre qu'il existe des histoires qui ne rentrent pas dans les cases, qui ne se comprennent pas en 2 secondes, et qu'on ne peut pas réduire. Parce que vouloir les réduire, c'est ne pas comprendre, et agir n'importe comment. Je crois que dans ces moments-là, alors, il est nécessaire d'écouter l'autre. Si c'est pas celui qui est au feu qui le fait, c'est celui qui n'y va pas, pour permettre à celui qui est au feu de mieux y aller, et de pas y aller sans rien comprendre. Agir sans comprendre, là, dans cette situation, nous a détruits. Et il faudra du temps pour se reconstruire. Je crois que pour ma part, ce n'est pas l'incendie en lui-même qui m'a fait le plus de mal, c'est la construction sociale autour, la réaction des personnes. Je ne parlerai pas pour mon père, maintenant, peut-être qu'il le fera plus tard. Je crois que ce podcast est maintenant terminé. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez mettre des 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, @arfodi, HARPHODI, sur Facebook avec Arfodi Podcast, ou par mail. Et si vous voulez participer à un prochain podcast avec un thème que vous aimeriez traiter, vous pouvez m'envoyer un mail à arfodi.podcast@gmail.com. Ou encore, si tu veux me partager ton expérience avec un incendie, n'hésite pas. Je serais très contente de la recevoir et de la lire. Et pourquoi pas de la partager, si tu le veux bien. Salut, je vous embrasse. À très vite pour un prochain podcast que j'espère plus léger. Salut, salut!